Ce que David Morningstar vit dans la Daniel Boone National Forest allait le hanter pour le restant de ses jours. La créature mesurait plus de 2,40 m, couverte d'une fourrure sombre et emmêlée, qui puait la mort et la chair en décomposition. Ses yeux brillaient d'une intelligence féroce qui n'était ni humaine ni animale, mais quelque chose de bien plus ancien et de plus terrifiant que tout ce qu'il avait pu rencontrer en 30 ans de chasse dans ces collines du Kentucky. Lorsqu'elle l'attrapa à la gorge et le souleva du sol comme s'il ne pesait rien, David comprit avec une clarté absolue que son grand-père Cherokee avait eu raison depuis le début. Chaque histoire, chaque avertissement, chaque récit chuchoté au coin du feu sur les choses qui vivaient dans les ravins profonds où nul homme ne devrait s'aventurer. Tout était vrai. Et maintenant, David allait mourir pour son incrédulité. Le souffle de la créature balaya son visage, chaud et rance, charriant l'odeur de la viande crue et quelque chose de pire encore. Sa poigne se resserra. David sentit sa vision se rétrécir, l'obscurité s'insinuer par les bords. Sa carabine gisait quelque part dans les broussailles derrière lui, inutile. Son couteau de chasse était toujours dans son fourreau, mais ses bras pendaient mollement le long de son corps, incapable de bouger contre la pression écrasante sur sa trachée. La chose pencha sa tête massive et l'étudia de ses yeux terribles, et David vit sa propre mort s'y refléter. Il pensa à son grand-père, parti depuis 6 mois, enterré dans le caveau familial sur la colline derrière la vieille ferme. Il pensa à toutes les fois où il avait ri des histoires du vieil homme, les qualifiant de superstitions, de contes de fées destinés à effrayer les enfants. Il pensa au regard triste et entendu que son grand-père lui avait lancé sans rien dire, car certaines leçons ne peuvent s'apprendre qu'à la dure. La créature ouvrit la bouche, révélant des dents trop longues, trop acérées, trop anormales. Un son jaillit du fond de sa poitrine, quelque chose entre un grognement et un hurlement qui vibra à travers tout le corps de David et glaça son sang. C'était donc la fin. 57 ans d'existence, et tout se résumait à cet instant dans une clairière. Prisonnier d'une chose qui ne devrait pas exister. Une chose que le monde moderne avait oubliée, mais qui, elle, n'avait jamais oublié le goût de la chair humaine. Mais David Morningstar ne mourut pas cette nuit-là. Ce qui suivit lui laissa 2 doigts cassés, des estafilades parallèles sur la poitrine qui cicatriseraient sans jamais guérir complètement, et un souvenir qui le réveillerait en hurlant pendant des années. Cela le conduirait chez un blogueur de Lexington qui publierait son témoignage, et cela le transformerait de sceptique en croyant, d'homme qui se moquait des monstres en un grand-père qui s'assurerait que ses propres petits-enfants connaissent la vérité. Ceci est l'histoire de ce qui s'est passé dans la Daniel Boone National Forest durant ces 7 jours de fin octobre. Ceci est l'histoire de la façon dont David Morningstar a appris que certaines histoires ne sont pas du tout des superstitions, mais des avertissements transmis de génération en génération par des gens qui avaient vu les ténèbres et y avaient survécu. Ceci est l'histoire de la chose des ravins. Tout commença, comme la plupart des parties de chasse, par David chargeant son pick-up dans l'obscurité d'avant l'aube, un jeudi matin. L'air était assez froid pour voir son souffle et le givre scintillait sur l'herbe de sa pelouse sous la faible lumière du porche. Une fine brume stagnait dans les creux du jardin. Et quelque part au loin, un chien aboyait après quelque chose que lui seul pouvait voir. Le quartier dormait encore. Fenêtres sombres, voitures silencieuses dans les allées. Le monde entier enveloppé dans ce silence particulier qui n'existe qu'aux heures précédant l'aube. David était réveillé depuis 3 heures, incapable de dormir, son esprit ressassant les mêmes pensées qui le tourmentaient depuis des mois. Le deuil était encore frais, encore vif, encore capable de le surprendre à des moments inattendus. Une odeur de tabac à pipe émanant du manteau d'un inconnu. Une phrase en cherokee entendue à la télévision. La vue d'un vieil homme marchant avec une canne,
courbé mais pas brisé, exactement comme l'avait été son grand-père jusqu'à la toute fin. Thomas Morningstar était mort depuis 6 mois, et David se surprenait encore parfois à vouloir prendre le téléphone pour l'appeler, pour entendre sa voix, avant de se souvenir qu'il n'y avait plus personne pour répondre. Le numéro avait été coupé. La voix s'était tue, à jamais. Et toutes les choses que David avait voulu dire, toutes les excuses, les aveux et les confessions de regret, ne seraient jamais entendues. Sa femme, Hélène, se tenait sur le seuil en peignoir, tenant un thermos de café qu'elle lui avait préparé. Ses cheveux gris étaient ébouriffés par le sommeil, et il y avait sur son visage des rides que David ne se souvenait pas d'avoir vues lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 40 ans plus tôt, lors d'un pique-nique paroissial, sous la chaleur de l'été. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes, bienveillants, inquiets, et pleins d'un amour que David n'avait jamais vraiment eu le sentiment de mériter. « Tu es sûr de vouloir y aller seule cette année ?» demanda-t-elle, la même question qu'elle posait chaque année depuis la naissance des petits-enfants. Mais cette année, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une pointe d'inquiétude réelle qui allait au-delà de ses tracasseries habituelles. David savait pourquoi. Elle l'avait vu les nuits où le chagrin était le plus fort, quand il s'asseyait dans son lit, le regard dans le vide, quand il arpentait la maison à 3 heures du matin, tel un fantôme dans sa propre demeure. Elle l'avait serré dans ses bras quand il avait pleuré, chose qu'il n'avait pas faite depuis l'enterrement de sa mère 20 ans auparavant. Elle savait que quelque chose s'était brisé en lui à la mort de son grand-père, un soutien essentiel qui maintenait une structure dont il ignorait même l'existence. Il prit le thermos et l'embrassa sur le front. Sa peau sentait le savon à la lavande qu'elle utilisait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. « Je chasse dans ces bois depuis que j'ai 12 ans. Je pense que je peux encore m'en sortir pour une sortie de plus. Je sais que tu le peux. C'est juste que je m'inquiète. C'est pour ça que je t'ai épousée, dit-il. Et elle sourit malgré elle, ce même sourire qui l'avait fait tomber amoureux d'elle toutes ces décennies plus tôt. Elle lui toucha le visage, ses doigts frais contre sa peau burinée. « Reviens-moi, David Morningstar. Quoi que tu trouves là-bas, quoi que tu cherches, reviens-moi. » Il ne sut que répondre. Ne sut comment expliquer qu'il ne cherchait rien. Pas vraiment, si ce n'est peut-être un peu de paix, un peu de silence, un peu de temps seul avec la forêt, ses pensées et les souvenirs d'un homme qui avait tenté de lui dire quelque chose d'important et qu'il avait refusé d'écouter. Alors il se contenta d'hocher la tête, l'embrassa de nouveau et monta dans son pick-up. Le moteur démarra avec un grondement familier, le même son qu'il faisait depuis les 15 ans qu'il l'avait acheté. Fiable, constant et en quelque sorte réconfortant dans sa prévisibilité. Il le laissa chauffer pendant qu'il passait en revue sa liste de contrôle mental, un rituel devenu aussi automatique que la respiration après 3 décennies de parties de chasse. Carabine, munitions, couteaux, trousse de premiers secours, nourriture, eau, tente, sac de couchage, allumettes, lampe de poche, corde, le gilet orange qu'Hélène insistait pour qu'il porte même s'il n'avait jamais vu un autre chasseur dans la partie de la forêt qu'il préférait. Tout était en ordre. Tout était toujours en ordre. David Morningstar n'était pas un homme qui laissait les choses au hasard. La carabine de chasse avait appartenu à son père, une Remington 700 plus vieille que David lui-même, mais toujours aussi précise que le jour de sa fabrication. Son père lui avait appris à tirer avec cette carabine, derrière la grange de la ferme familiale, en alignant des boîtes de conserve sur des piquets de clôture et en corrigeant patiemment sa prise, sa posture, sa respiration. Et avant cela, son grand-père avait enseigné à son père, et le père de son grand-père lui avait enseigné une lignée remontant à travers des générations d'hommes
Morning Star, qui avait chassé dans ces collines du Kentucky et transmis leur savoir à leur fils. Le couteau avait été celui de son grand-père. Un couteau de chasse avec un manche en os, poli par des décennies d'utilisation, la lame toujours assez aiguisée pour raser malgré son âge. Thomas Morningstar l'avait donné à David pour son 16e anniversaire, le plaçant dans ses mains avec une solennité que David n'avait pas comprise à l'époque. « Ce couteau m'a sauvé la vie plus d'une fois », avait dit son grand-père. « J'espère que tu n'en auras jamais besoin pour ça. Mais si c'est le cas, tu seras prêt. » David avait porté ce couteau à chaque partie de chasse depuis. Il était maintenant à sa ceinture, un poids familier contre sa hanche, un lien avec l'homme qui le lui avait donné et avec tous les hommes qu'il avait portés avant lui. Il regarda Hélène une dernière fois, debout sur le seuil avec la lumière derrière elle, et leva la main en signe d'adieu. Elle lui rendit son salut, puis il passa une vitesse et quitta l'allée en direction de la forêt qu'il appelait depuis des semaines. Le trajet jusqu'à la Daniel Boone National Forest prenait 3 heures, serpentant à travers de petites villes du Kentucky, qui commençaient à peine à s'éveiller au lever du soleil. Le paysage changeait progressivement à mesure qu'il laissait les banlieues derrière lui, les pelouses manucurées et les centres commerciaux cédant la place aux terres agricoles, puis aux collines, puis au premier contrefort des montagnes qui se dressaient à l'est comme l'échine d'un énorme animal endormi. David conduisait sans la radio, une habitude qu'il avait prise après la mort de son grand-père. Le silence lui semblait juste, respectueux, comme un moment de recueillement pour quelqu'un qui méritait qu'on se souvienne de lui. Il regardait la route se dérouler devant lui et laissait ses pensées dériver au gré du vent. Il pensa à la première fois que son grand-père l'avait emmené dans ces bois. David avait 8 ans, trop jeune pour chasser mais assez grand pour apprendre, et Thomas Morningstar l'avait porté sur ses épaules quand ses courtes jambes fatiguaient. Le vieil homme lui avait alors semblé être un géant, grand, fort et absolument intrépide, se déplaçant dans la forêt comme s'il y était chez lui, d'une manière que David n'avait jamais tout à fait réussi à reproduire. Ils avaient de camper au bord d'un ruisseau, et son grand-père lui avait appris à faire un feu qui durerait toute la nuit, à trouver de l'eau potable, à lire les signes que la forêt laissait à ceux qui savaient regarder. Et la nuit, assis près de ce feu avec l'obscurité qui les pressait de toutes parts, son grand-père avait commencé à raconter les histoires sur les choses qui vivaient dans les ravins profonds. David secoua la tête, chassant ce souvenir. Il n'était pas encore prêt à y penser. Pas prêt à examiner la culpabilité qui pesait comme une pierre dans sa poitrine, lourde et inamovible. Un monument à toutes les années qu'il avait passées à rejeter les avertissements de son grand-père comme de la superstition. Il s'arrêta pour faire le plein dans un endroit appelé Stanton, une petite ville qui semblait figée dans le temps. Sa rue principale bordée de bâtiments en briques qui étaient déjà vieux quand David était jeune. La station-service était une de ces petites affaires familiales, du genre qui se raréfiait chaque année avec un panneau peint à la main annonçant des appâts vivants et de la bière fraîche et une collection de permis de chasse décolorés à la fenêtre. Un jeune pompiste sortit alors que David s'arrêtait, un gamin dégingandé avec de l'acné et une casquette de baseball portée à l'envers. Il regarda les plaques d'immatriculation de David, d'un autre état, avec une légère curiosité, de la manière dont les gens des petites villes regardent toujours les étrangers, essayant de deviner ce qui les avait amenés dans un endroit que la plupart des gens traversaient sans s'arrêter. « Vous venez pour la chasse ?» demanda le gamin alors que David lui tendait sa carte de crédit. « Chaque année depuis 30 ans. Vous devez bien connaître ces bois, alors, j'imagine. » « Assez bien. » Le gamin hocha la tête, se mordillant la lèvre inférieure comme s'il se demandait s'il devait en dire plus. Finalement, il reprit la parole, sa voix plus basse, presque conspiratrice. « Mon oncle travaille pour le service des forêts, au poste de garde forestier après Slade. Il dit que les cerfs se comportent bizarrement ces derniers temps. Nerveux, quoi. Ils se déplacent en troupeau, restent groupés plus que d'habitude. Ils évitent certaines zones où ils étaient pourtant nombreux.
David sentit un frisson lui parcourir la nuque, mais il garda un visage neutre. C'est probablement juste le changement de temps. Les animaux s'agitent à l'approche de l'hiver. Peut-être, dit le gamin, mais il n'avait pas l'air convaincu. Mon oncle dit qu'il n'a jamais vu ça. 40 ans à travailler dans ces forêts, et il dit que les animaux ont peur, pas seulement les cerfs. Les ours sont descendus plus tôt cette année. Les oiseaux sont différents, même les insectes. Il dit que c'est comme si quelque chose les avait chassés des profondeurs des bois. Et qu'est-ce qu'il pense qui les chasse? Le gamin haussa les épaules, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une lueur de malaise qui fit frissonner David. Il ne veut pas le dire, pas directement. Mais ma grand-mère, elle a grandi ici. Cherokee, comme beaucoup de gens dans le coin. Elle dit que les anciens racontaient des histoires sur des choses qui vivaient dans les ravins. Des choses qui sortaient quand les conditions étaient réunies. Des choses que la plupart des gens ont oubliées. Mais que les animaux, eux, se rappellent. David hocha poliment la tête, comme il le faisait toujours lorsque les locaux lui donnaient leur avis. Mais à l'intérieur, quelque chose s'agitait, quelque chose qu'il avait passé des décennies à essayer d'enfouir. La voix de son grand-père, racontant ces mêmes histoires. Les yeux de son grand-père, sombres et entendus, le regardant pour voir si David comprenait. « Eh bien, » dit David en reprenant sa carte, « je garderai l'œil ouvert. Merci pour l'avertissement. Bonne chance, monsieur. Et, si vous entendez quelque chose d'étrange la nuit, des bruits que vous ne pouvez pas expliquer, mon oncle dit que la meilleure chose à faire est de rester silencieux et immobile. N'allez pas chercher ce qui a fait le bruit. Attendez juste le matin. » David réussit à esquisser un sourire qu'il ne ressentait pas. Ça semble être un bon conseil. Il poursuivit sa route, laissant la petite ville derrière lui. Mais les mots du gamin lui restèrent en tête. Les profondeurs des bois, les histoires des anciens, les choses que la plupart des gens ont oubliées. Son grand-père n'avait pas oublié. Son grand-père s'était souvenu jusqu'à la fin et avait essayé de s'assurer que David s'en souviendrait aussi. Et David avait refusé d'écouter. La route se rétrécit à mesure qu'il montait dans les collines, l'asphalte cédant la place au gravier, puis à de la terre battue qui crissait sous ses pneus. Les arbres se refermèrent autour de lui, leurs branches se rejoignant au-dessus de sa tête pour former un tunnel de rouge, d'or et d'orange, les dernières couleurs vives de l'automne avant que le gris de l'hiver ne s'installe. L'air devint plus frais, plus pur, transportant l'odeur des feuilles mortes, de la terre froide et de quelque chose d'autre en dessous, quelque chose de sauvage et d'ancien qui remuait une part profonde du sang de David. C'était le Kentucky dont il se souvenait de son enfance. Pas les autoroutes, les centres commerciaux et l'étalement urbain du monde moderne, mais le vieux Kentucky. Le Kentucky qui existait avant que les hommes blancs n'arrivent avec leurs églises, leurs fermes et leur certitude de pouvoir dompter tout ce qu'ils trouveraient. C'était la terre de Daniel Boone et des longs chasseurs, des guerriers Cherokees et des mystères anciens qui n'avaient jamais été résolus. C'était la terre que le grand-père de David avait aimée, avec crainte, et avait essayé d'apprendre à David à respecter. Le départ du sentier où il se garait toujours était vide, comme prévu. Si tard en octobre, la plupart des chasseurs préféraient les zones plus accessibles près de la ville, où le terrain était plus doux, le trajet plus court, et la forêt semblait moins être un endroit qui vous observait. David venait à cet endroit depuis 30 ans, et pendant tout ce temps, il n'avait jamais vu un autre véhicule garé ici. C'était son endroit, son territoire, autant qu'un terrain public peut appartenir à un homme. Il engagea dans la petite clairière, où la route se terminait et la forêt commençait, coupa le moteur et resta assis un instant dans le silence soudain.
À travers le pare-brise, il pouvait voir le sentier disparaître entre les arbres, un chemin étroit qui serpentait entre des troncs massifs et des affleurements rocheux grimpant régulièrement vers les altitudes plus élevées où David établissait son camp. La forêt était magnifique. Même maintenant, même avec le chagrin pesant sur son cœur et les avertissements du gamin résonnant dans son esprit, David ne pouvait le nier. La lumière filtrait à travers la canopée en faisceaux dorés, illuminant le sous-bois comme une scène de tableau. Les feuilles bruissaient dans une brise qu'il ne pouvait sentir, produisant un son de secret chuchoté. Quelque part au loin, un pic vert martelait un arbre, le rythme régulier et persistant. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que David n'arrivait pas tout à fait à identifier. Une qualité dans l'air, dans la lumière, dans le silence, entre les sons, qui semblait différente de toutes ses précédentes excursions. Plus lourde, en quelque sorte, plus attentive. Comme si la forêt retenait son souffle, attendant de voir ce qu'il allait faire. Il chassa cette impression et sortit du pick-up. L'air froid le saisit immédiatement, vif et pur, emplissant ses poumons et lui éclaircissant les idées. C'était pour ça qu'il était venu. Cette connexion à quelque chose de plus grand que lui. Ce rappel que le monde était plus vaste que son chagrin, plus ancien que ses regrets, plus permanent que n'importe quelle vie humaine. Il jeta son sac sur son épaule, vérifia sa carabine une dernière fois et commença à marcher. La forêt était belle, comme seules les vieilles forêts peuvent l'être. Les arbres ici étaient anciens, leurs troncs plus larges que ce que David pouvait étreindre, leurs branches formant une canopée si épaisse que la lumière du soleil ne passait qu'en taches éparses, comme des pièces de monnaie jetées sur de l'eau sombre. Certains de ces arbres étaient déjà là lorsque les premiers colons européens traversèrent ces montagnes. Certains étaient déjà là lorsque les Cherokees appelaient encore cette terre leur foyer, avant la piste des larmes, avant que leur monde ne soit détruit par des forces qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni combattre. David pensait parfois à cela, au poids de l'histoire qui pesait sur ces collines. Son grand-père y pensait souvent, en parlait avec une tristesse que David n'avait jamais totalement comprise. Thomas Morningstar était né dans une réserve en Oklahoma, petit-fils de gens qui avaient été chassés de ces mêmes montagnes sous la menace des armes, forcés de marcher 1600 km en plein hiver pendant que leurs enfants mouraient en chemin. Il était revenu au Kentucky, jeune homme, déterminé à renouer avec la terre que ses ancêtres avaient aimée, et il n'était jamais reparti. Le sous-bois était dense, mais pas infranchissable, et David s'y déplaçait avec l'aisance d'une longue pratique, ses bottes trouvant les chemins que des années de marche avaient gravés dans sa mémoire. Son grand-père lui avait appris à marcher dans la forêt, à poser ses pieds pour faire le moins de bruit possible, à se mouvoir au rythme du vent pour que son passage se fonde dans les sons naturels environnants. C'était une compétence qui demandait des années à développer et David la pratiquait depuis qu'il était en âge de marcher. Le sentier grimpait régulièrement, enlacé sur la pente à travers des peuplements de chênes, de carriers et d'érables, les feuilles craquant doucement sous ses bottes malgré ses pas précautionneux. L'air était vif et froid, portant l'odeur de la décomposition qui n'était pas désagréable, juste le processus naturel de la forêt, des feuilles retournant à la terre qui les avait fait naître. Des champignons fleurissaient sur les troncs tombés, orange vif, blanc éclatant et violet profond, des couleurs qui semblaient presque artificielles dans leur intensité. Une araignée avait tissé une toile entre deux jeunes arbres, et elle captait la lumière comme un filet fait de diamants. Les sons de la forêt l'entouraient. Des oiseaux chantaient dans les branches au-dessus, leurs chants complexes et variés. Certains familiers, d'autres que David ne pouvait identifier. Des écureuils lançaient leurs avertissements à son passage. Ces aboiements secs qui informaient tout ce qui pouvait entendre, qu'une grande créature se déplaçait sur leur territoire. Le bruissement lointain de quelque chose de plus gros se déplaçant dans les broussailles,
probablement un cerf qui avait senti son odeur et mettait de la distance entre eux. C'étaient des sons familiers, réconfortants, la bande-son d'une vie passée dans des lieux sauvages. Mais en dessous, David remarqua autre chose. Une qualité dans le silence entre les sons qui semblaient différentes, plus lourdes, plus attentives. Il s'arrêta de marcher et se tint très immobile, écoutant avec toute l'attention d'un homme qui avait survécu à des décennies de chasse en faisant confiance à son instinct. Rien, juste la forêt, faisant ce que les forêts font. Mais le sentiment persistait, ce picotement à l'arrière de son cou qui lui disait qu'il était observé. Ce sentiment de présence, de quelque chose juste au-delà du seuil de la perception, qui attendait et observait. Il secoua la tête et continua à marcher. Il devenait nerveux avec l'âge. C'était tout. Le deuil lui faisait voir des ombres là où il n'y en avait pas, entendre des menaces dans des bruits ordinaires. Il devait arriver au camp, s'installer, se concentrer sur autre chose que le poids de la perte qu'il portait partout avec lui. La randonnée dura près de 3 heures, plus longtemps qu'avant, plus longtemps qu'elle n'aurait dû. David n'était plus aussi jeune, et ses genoux se plaignaient dans les sections les plus raides, envoyant des protestations aiguës dans ses jambes à chaque pas. Il dut s'arrêter 2 fois pour se reposer, chose qu'il n'aurait jamais faite même 5 ans plus tôt, s'asseyant sur des troncs tombés, buvant à sa gourde et essayant de ne pas penser à quel point cela devenait plus difficile chaque année. Son grand-père avait chassé dans ces forêts jusqu'à plus de 80 ans. Il avait parcouru ces sentiers avec un sac sur le dos et une carabine à la main bien après que la plupart des hommes de son âge soient confinés aux fauteuils à bascule et aux maisons de retraite. Le vieil homme disait que la forêt le gardait jeune, qu'il y avait quelque chose dans l'air de ces collines qui nourrissait l'esprit et renforçait le corps. David avait toujours supposé que c'était juste de l'entêtement, cette robustesse cherokee que Thomas Morningstar portait comme un insigne d'honneur. Mais maintenant, peinant sur le sentier, les poumons en feu et les jambes douloureuses, David se demandait s'il n'y avait pas plus que ça. L'endroit où il campait toujours était une petite clairière au bord d'un ruisseau, abritée par un affleurement rocheux qui bloquait le vent du nord. La clairière était à peu près circulaire, d'environ 9 mètres de diamètre, tapissée de mousse douce et de feuilles mortes qui formaient une surface confortable pour dormir. Le ruisseau était clair et froid, alimenté par des sources plus haut dans la montagne, et David y avait bu d'innombrables fois sans jamais tomber malade. Son grand-père disait que l'eau de ces collines était la plus pure du monde, filtrée par des millions d'années de calcaire, et David n'avait aucune raison d'en douter. Il venait ici depuis si longtemps qu'il avait donné des noms aux points de repère environnants. L'arbre grand-père, un chêne énorme dont le tronc avait été fendu par la foudre, en 2 moitiés égales qui avaient toutes 2 survécu et continué de croître. Son grand-père lui avait montré cet arbre lors de sa première visite ici, avait posé sa main sur l'écorce et dit que c'était un survivant, comme le peuple cherokee, divisé par des forces indépendantes de sa volonté mais refusant de mourir. David toucha l'écorce maintenant, sentant la texture rugueuse sous sa paume, et pensa au vieil homme qui s'était tenu à cet endroit exact tant de fois auparavant. La pierre gardienne, un rocher qui ressemblait vaguement à un visage de profil si on le regardait sous le bon angle, en plissant les yeux. Les Cherokees croyaient que certaines roches contenaient des esprits, des gardiens de la terre qui veillaient sur ceux qui traitèrent la forêt avec respect. Le grand-père de David laissait toujours une petite offrande au pied de la pierre gardienne, un peu de tabac ou une poignée de semoule de maïs. Et bien que David n'ait jamais compris pourquoi, il avait perpétué la tradition. Il fouilla dans sa poche et sortit le sachet de tabac qu'il avait apporté à cet effet, en saupoudrant une pincée à la base de la pierre. Le repère des serpents, un tas de rochers près de l'eau où il avait un jour tué un mocassin à tête cuivrée qui se prélassait trop près de sa tente. C'était il y a 15 ans,
Mais David contournait toujours largement les rochers en passant. Les serpents ont la mémoire longue, disait toujours son grand-père, et ils se souviennent des endroits où les leurs ont été tués. Il installa son camp, avec l'efficacité d'une longue pratique. D'abord la tente, la même qu'il utilisait depuis 20 ans, rapiécée à plusieurs endroits, mais toujours imperméable, toujours solide. Il la fixa fermement, au cas où le temps tournerait, enfonçant les piquets profondément dans la terre meuble avec des coups experts. Puis le foyer, construit avec des pierres qu'il avait placées ici des années auparavant et qu'une combinaison de chance et d'isolement avait laissées intactes. Les pierres étaient noircies par la suite d'innombrables feux, et les voir procurait à David un étrange réconfort, comme de saluer de vieux amis. Il ramassa du bois tant qu'il faisait encore jour, se déplaçant dans la forêt autour de la clairière de manière méthodique, sélectionnant des branches d'astombées assez sèches pour brûler mais pas si vieilles qu'elles tomberaient en poussière. Faire un feu dans la nature était un art, que son grand-père lui avait enseigné avec la même patience et la même précision qu'il avait enseigné tout le reste. Le mauvais bois signifiait trop de fumée, ou trop peu de chaleur, ou des flammes qui brûlaient trop vite et vous laissaient dans le froid au milieu de la nuit. Le bon bois signifiait chaleur, lumière et sécurité contre l'obscurité. David amassa une pile assez grande pour durer toute la nuit et jusqu'au matin, empilant le bois par taille, le petit bois en bas, les plus gros morceaux dessus. Il nettoya la zone autour du foyer des feuilles et des débris, s'assurant que rien ne pouvait prendre feu à cause d'une étincelle. Son grand-père lui avait appris que le feu était un don et une responsabilité, quelque chose à traiter avec respect, et non à prendre pour acquis. Au coucher du soleil, David était assis près d'un feu crépitant, une boîte de haricots chauffant dans les braises, et sa carabine appuyée contre une bûche à portée de main. La forêt s'était tue, comme toujours au crépuscule. Cette brève pause entre les créatures diurnes et nocturnes, où le monde semble retenir son souffle. La lumière s'estompait, transformant les arbres en silhouettes contre un ciel qui passait du bleu au violet, puis aux premières lueurs du noir. Il dîna et regarda les étoiles apparaître à travers les trouées de la canopée. La lune était presque pleine, assez brillante pour projeter des ombres, et il pensa à la façon dont son grand-père lui disait que la pleine lune était le moment où les choses de la forêt étaient les plus actives, les plus affamées. Son grand-père. David sentit le pincement familier du chagrin qui venait chaque fois qu'il pensait au vieil homme. Thomas Morningstar avait 93 ans quand il est mort, l'esprit vif comme l'éclair jusqu'à la fin, racontant toujours ses histoires à quiconque voulait bien l'écouter. David avait écouté, enfant, les yeux écarquillés et terrifié, croyant chaque mot. Mais quelque part en chemin, en devenant un homme, puis un père, puis un grand-père lui-même, il avait cessé de croire. Il avait décidé que les histoires n'étaient que cela, des histoires, destinées à divertir les enfants et à préserver les anciennes coutumes dans un monde qui les laissait derrière lui. Il n'avait jamais dit à son grand-père qu'il ne croyait plus. Il avait juste cessé de poser des questions sur les histoires, cessé d'encourager le vieil homme à les raconter. Et son grand-père l'avait remarqué, bien sûr. Thomas Morningstar remarquait tout. Il avait regardé David avec ses yeux sombres qui semblaient voir jusqu'à l'os, et il n'avait rien dit. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, 3 jours avant que le vieil homme ne s'éteigne dans son sommeil, David était assis au bord de son lit à la maison de retraite, lui tenant la main. Son grand-père avait dérivé entre conscience et inconscience, marmonnant en cherokee, la langue qu'il avait parlée enfant, avant que les pensionnats ne la lui arrachent. Puis, soudain, il avait ouvert les yeux et regardé David avec une clarté parfaite. « Elles sont toujours là dehors », avait-il dit, « dans les endroits profonds.
dans les ravins où la lumière n'atteint pas. Elles se souviennent de nous, même si nous les avons oubliées. Sois prudent, petit-fils. Sois prudent dans les bois. David lui avait serré la main et lui avait dit de se reposer. 2 jours plus tard, Thomas Morningstar était mort. Maintenant, assis près de son feu dans la Daniel Boone National Forest, David sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre. Il se dit que c'était juste le chagrin, juste le souvenir, juste la mélancolie naturelle qui vient quand on est seul dans la nature par une nuit froide. Il se dit qu'il n'y avait rien dans ces bois qu'il n'ait vu 100 fois auparavant. Il se raconta beaucoup de choses cette nuit-là, et au matin, il saurait qu'aucune d'entre elles n'était vraie. Le premier signe que quelque chose n'allait pas vint le lendemain matin. David se réveilla à l'aube, comme toujours, et remarqua immédiatement que la forêt était trop silencieuse. Pas d'oiseaux qui chantent, pas d'écureuils qui bougent dans les branches. Juste le silence, épais et absolu, comme si le monde retenait son souffle. Il sortit de sa tente et se tint dans la clairière, à l'écoute. Le ruisseau coulait toujours, faisant son doux gargouillis sur les rochers. Le vent soufflait toujours dans les arbres, faisant bruisser les quelques feuilles qui n'étaient pas encore tombées. Mais les sons vivants, les sons qui donnent vie à une forêt, avaient disparu. David avait déjà vécu cela. Cela arrivait lorsqu'un grand prédateur était dans les parages, lorsque les proies se taisaient et s'immobilisaient pour ne pas attirer l'attention. Il vérifia sa carabine, s'assura qu'elle était chargée et balaya du regard la lisière de la forêt autour de la clairière. Rien ne bougeait, rien ne se montrait. Il prépara son petit déjeuner sur le feu ravivé, gardant le dos à l'affleurement rocheux et les yeux sur la forêt. Le silence persistait, oppressant et anormal. Au moment où il finit de manger, ses nerfs étaient tendus comme des cordes de guitare. Il décida d'explorer les environs, de trouver ce qui effrayait la faune et de s'en occuper. Probablement un ours, pensa-t-il. Peut-être un grand félin, malgré ce que disait le service de la faune. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le genre de choses qu'il voulait voir rôder près de son camp. Il se déplaça dans la forêt en une spirale de plus en plus large, cherchant des traces, des excréments, tout signe de ce qui pourrait être là. Le sol était meuble à cause de la pluie récente, parfait pour retenir les empreintes. Mais sur le premier 1,5 kilomètre, il ne trouva rien d'inhabituel. Des traces de cerfs, de renards, les empreintes distinctives à 3 doigts de dindons sauvages. Le trafic normal de la forêt. Puis il trouva la clairière. Ce n'était pas une clairière naturelle. David le vit immédiatement, avec une certitude qui s'installa dans ses os comme de l'eau glacée. Les arbres avaient été abattus, cassés à des hauteurs allant d'1,20 mètre à 2,40 mètres, comme si quelque chose de massif les avait simplement traversés, sans prendre la peine de les contourner. Les troncs brisés étaient encore frais, le bois pâle apparaissant là où l'écorce avait été arrachée, la sève suintant des blessures en épaisses larmes ambrées, qui captaient la lumière et scintillaient comme quelque chose de vivant. David se tint au bord de la dévastation et sentit un froid s'installer dans son estomac. Il avait vu des arbres abattus par des tempêtes, par la foudre, par la maladie. Il avait vu les dégâts que les tornades pouvaient faire, la façon dont elles coupaient des bandes dans les forêts comme une faux dans le blé. Il avait vu des ravages de coléoptères, des infections fongiques et la lente pourriture des arbres qui avaient simplement vécu trop longtemps. Ce n'était rien de tout cela. C'était délibéré. C'était intentionnel. C'était quelque chose qui avait voulu se frayer un chemin et qui l'avait fait à travers du bois massif comme un homme pourrait le faire à travers de hautes herbes.
Le chemin de destruction mesurait environ 4,5 mètres de large, coupant à travers la forêt en une ligne droite qui semblait ignorer complètement le terrain. Là où un rocher se dressait sur le chemin, la piste passait par-dessus. Là où le sol plongeait dans un creux, la piste passait à travers. Quoi que ce soit qui ait fait ce chemin n'avait pas contourné les obstacles. Il les avait traversés ou franchis avec une détermination obstinée qui témoignait soit d'une fureur animale aveugle, soit de quelque chose de bien pire. Il s'agenouilla à côté d'un des arbres tombés, examina la cassure. Le bois n'avait été ni coupé ni rongé. Il avait été tordu, soumis à une torsion jusqu'à ce que les fibres cèdent, comme quelqu'un qui essore un linge mouillé. Le motif en spirale de la cassure était indubitable. Le grain arraché d'une manière qui parlait de force de rotation. Pas d'impact. David posa sa main sur la surface éclatée et essaya d'imaginer la force qu'il faudrait pour faire cela à un tronc d'arbre de près de 30 cm d'épaisseur. Il ne pouvait pas l'imaginer. Rien de ce qu'il connaissait ne pouvait faire cela. Pas un ours, même le plus grand ours qui ait jamais vécu. Pas une tempête, pas un phénomène naturel dont il ait jamais entendu parler. C'était autre chose, quelque chose qui existait en dehors des catégories, que son esprit rationnel voulait appliquer. L'odeur le frappa alors, flottant le long du chemin de destruction, depuis quelque part plus loin. Elle était faible au début, juste un soupçon de quelque chose de désagréable sous les odeurs normales de la forêt, de terre, de feuilles et de végétation. Mais alors qu'il se tenait là, elle devint plus forte, portée par une brise qui semblait venir de nulle part, une odeur qui lui serra l'estomac et remplit sa bouche du goût métallique de la peur. C'était l'odeur de la viande en décomposition. Mais pas seulement. Il y avait autre chose en dessous, quelque chose de musqué, d'animal et de profondément anormal, comme les glandes odoriférantes d'un prédateur mélangées à la décomposition d'un charnier. David avait déjà senti la mort, avait nettoyé et vidé des centaines d'animaux au cours de sa vie de chasseur. C'était différent, c'était pire. Il regarda le long du chemin d'arbres détruit, dans les ombres qui se rassemblaient là où la canopée tenait encore, et sentit un frisson le parcourir qui n'avait rien à voir avec le froid d'octobre. Quelque chose était là-bas, quelque chose qui avait fait ce chemin, quelque chose qui sentait la mort, la peur et une faim ancienne et patiente. Pendant un long moment, il envisagea de retourner au camp, de plier bagages et de partir. Ce n'était pas un homme qui s'effrayait facilement, mais il n'était pas non plus un idiot. Quoi que ce soit qui ait fait cela, ce n'était pas quelque chose qu'il voulait rencontrer au milieu de la forêt, avec seulement une carabine et un couteau de chasse. La chose intelligente à faire serait de partir, de retourner à son pick-up, de rentrer chez lui auprès d'Hélène et des petits-enfants, et de prétendre qu'il n'avait jamais vu cela. Mais ensuite, il pensa à ce qu'il dirait à Hélène en rentrant, à ce qu'il dirait à ses copains de chasse au bar, à ce qu'il se dirait à lui-même dans les années à venir, qu'il avait fui à cause de quelques arbres cassés, qu'il avait laissé son imagination prendre le dessus, qu'il avait abandonné une partie de chasse à cause d'une mauvaise odeur et de vagues sentiments de malaise. Non, il allait découvrir ce que c'était. Il le verrait de ses propres yeux, le documenterait s'il le pouvait, et ensuite, il partirait. Mais il ne fuirait pas quelque chose qu'il n'avait même pas vu. Et sous tout cela, enfoui si profondément que David l'admettait à peine à lui-même, il y avait une autre pensée, un souvenir des histoires de son grand-père, toute une vie d'avertissement qu'il avait rejeté et ignoré. S'il y avait quelque chose dans ces bois, quelque chose que le vieil homme avait essayé de lui dire, alors David devait savoir, il devait comprendre, il devait au moins ça à son grand-père. Il suivit le chemin de destruction plus profondément dans la forêt. La piste montait, s'éloignant du ruisseau pour s'enfoncer dans un terrain plus accidenté.
David avançait prudemment, surveillant ses pas sur le sol rocheux, scrutant les arbres, à la recherche du moindre mouvement. Le silence était toujours absolu. Pas même le bourdonnement d'un insecte dans l'air. C'était comme marcher à travers une photographie, figée et sans vie. L'odeur le frappa avant qu'il n'en trouve la source. Ce n'était pas l'odeur saine de la décomposition forestière, des feuilles mortes et du bois pourri. C'était tout autre chose, quelque chose de rance et d'organique, comme de la viande laissée au soleil pendant des jours, mélangée à une autre odeur en dessous qu'il ne pouvait identifier. Un musc, presque, mais plus fort et plus piquant que celui de n'importe quel animal qu'il ait jamais rencontré. David remonta son t-shirt sur son nez et continua d'avancer. L'odeur s'intensifiait à chaque pas. Il trouva la carcasse dans un petit creux, entre deux crêtes. C'était un cerf, un grand mâle à en juger par la taille des bois restants. Les bois étaient massifs, au moins 12 pointes, le genre de trophée dont les chasseurs rêvent et qu'ils voient rarement. Maintenant, il gisait dans les feuilles imbibées de sang, toujours attaché à un crâne qui avait été ouvert comme un œuf. Le reste du corps était à peine reconnaissable. Il avait été déchiqueté, littéralement mis en pièces, et dispersé sur une zone de la taille du salon de David. Les os avaient été brisés et la moelle aspirée, laissant des tubes de calcium creux qui brillaient d'un blanc éclatant sur la terre sombre. La peau avait été arrachée en lambeaux, comme si on épluchait une orange, et gisait en tas luisants qui conservaient encore la forme de l'animal qui les avait portés. Les organes étaient éparpillés comme des fleurs obscènes, certains partiellement mangés, d'autres apparemment jetés comme peu appétissants, leur surface commençant déjà à se ternir avec les premiers stades de la décomposition. L'odeur était écrasante. David pressa son t-shirt contre son nez et respira par la bouche, mais ce n'était pas suffisant. La puanteur semblait s'infiltrer dans ses pores, recouvrir sa langue et le fond de sa gorge, s'enfouir dans ses sinus pour y élire domicile. Ce n'était pas seulement de la viande en décomposition, bien que ce soit déjà assez terrible. C'était aussi cette autre odeur, cette odeur de prédateur musqué, plus forte ici que partout ailleurs. L'odeur de la chose qui avait fait ça. David se tenait au bord de la Seine et sentit son estomac se soulever. Il avait dépecé des centaines de cerfs dans sa vie. Il savait comment un corps se décompose, où se trouvent les articulations, combien de force il faut pour les séparer. Il connaissait l'odeur d'une prise fraîche et l'odeur de la viande qui commence à tourner. Il savait ce que les ours faisaient aux carcasses, ce que les coyotes faisaient, ce que les vautours, les insectes et les lents processus de la nature faisaient à tout ce qui mourait dans la nature. Ce cerf n'avait pas été dépecé. Il avait été détruit, avec une sauvagerie qui parlait de rage plutôt que de faim. Quoi que ce soit qui ait fait cela ne se nourrissait pas principalement. Il exprimait quelque chose, communiquait quelque chose, laissait un message de sang, d'os et de viscères éparpillés. Et David recevait ce message, 5 sur 5. Il recula, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas un ours. Les ours ne faisaient pas ça. Les ours tuaient efficacement, mangeaient ce dont ils avaient besoin et continuaient leur chemin. C'était autre chose, quelque chose qui tuait pour des raisons autres que la nourriture, quelque chose qui prenait plaisir à tuer. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire, racontant des histoires autour d'un feu des décennies plus tôt. Des histoires sur les choses dans les montagnes qui haïssaient les humains. Qui les haïssait depuis qu'il y avait des humains à haïr. Qui tuait non pas parce qu'elles avaient faim, mais parce qu'elles le pouvaient, parce qu'elles le voulaient, parce que tuer était le but en soi. Elles marquent leur territoire avec la mort, avait dit son grand-père, sa voix basse et sérieuse à la lueur du feu. Elles laissent leur proie là où d'autres les trouveront. C'est un avertissement, un message. Il dit, cette terre est mienne. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez, ou devenez un autre avertissement pour le prochain qui viendra.
David avait rejeté ces histoires. Il en avait ri, levé les yeux au ciel, fait des blagues sur les vieillards et leurs superstitions. Mais il ne riait plus, maintenant. Il regardait les restes brisés d'un cerf de 90 kilos, étalé sur le sol de la forêt comme une œuvre d'art moderne faite de viande, et il ne riait plus du tout. Il repartit vers son camp à une allure proche de la course. Il était à mi-chemin quand il réalisa qu'on le suivait. La sensation vint progressivement, comme de l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'un barrage. D'abord, juste un picotement à l'arrière de son cou. L'instinct animal qui lui disait qu'il était observé. Puis, un bruit dans les broussailles derrière lui, trop lourd pour être un petit animal, trop délibéré pour être le vent. Enfin, un aperçu de mouvement dans sa vision périphérique, quelque chose de grand et de sombre, se déplaçant entre les arbres. David s'arrêta de marcher et se retourna lentement, épaulant sa carabine. La forêt derrière lui était vide. Aucun mouvement, aucun son, juste des arbres, des sous-bois et le mur de silence qu'il avait suivi toute la journée. Mais quelque chose était là. Il pouvait le sentir. Le sentir. Cette même odeur rance de la carcasse de cerf, plus faible maintenant, mais indubitable. Ça l'observait. Attendait de voir ce qu'il allait faire. David avait déjà affronté des animaux dangereux. Un sanglier qui chargeait quand il avait 23 ans, encore assez jeune pour se croire invincible. Un ours noir qui s'était interposé entre lui et son camp, il y a 6 ans, assez grand pour le tuer s'il l'avait décidé. Les 2 fois, il était resté calme. Les 2 fois, il avait fait ce qu'il fallait, se faisant paraître grand et bruyant, ne valant pas la peine qu'on s'y attaque. Les 2 fois, l'animal avait reculé. Il ne pensait pas que cela fonctionnerait ici. « Je sais que vous êtes là », dit-il, sa voix stable malgré la peur qui parcourait ses veines. « Je m'en vais. Je retourne à mon camp, et ensuite je pars. Je ne veux pas de problème. » Silence. La forêt ne répondit pas. David commença à marcher à reculons, gardant sa carabine épaulée, les yeux fixés sur les arbres. Il se déplaçait lentement, prudemment, posant chaque pied avec une précision délibérée. Il ne courait pas. Courir, c'est ce que font les proies. Et les proies se font chasser. Il marcha à reculons pendant ce qui lui sembla des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques minutes. Ses bras commencèrent à lui faire mal à force de tenir la carabine. Ses jambes commencèrent à brûler à cause de la démarche maladroite. Mais il ne baissa pas sa garde. Il ne se retourna pas. Et puis, enfin, il atteignit le bord de la clairière de son camp. La tente était toujours là, le foyer, l'arbre grand-père et la pierre gardienne. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Il s'autorisa un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il était bien là, bien de retour. Quand il se retourna de nouveau, quelque chose se tenait entre les arbres. Ce n'était pas entièrement visible. Juste une forme dans l'ombre, à une 50aine de mètres, à moitié caché derrière un tronc de chêne. Mais ce qu'il pouvait voir suffit à lui couper le souffle et à transformer ses muscles en gelée. C'était grand, incroyablement grand, au moins 2,40 m, peut-être plus. Son corps était couvert d'une fourrure sombre qui pendait en mèches emmêlées, comme des cheveux qui n'avaient jamais été lavés ou peignés. Ses bras étaient trop longs, atteignant presque ses genoux, et ses mains, étaient de la taille d'assiettes, avec des doigts qui se terminaient par des griffes recourbées comme des lames de couteau. Mais le pire était le visage. David ne pouvait en voir qu'une partie, juste la mâchoire inférieure et la bouche visible dans un interstice entre les feuilles. La bouche était légèrement ouverte, révélant des dents jaunes, acérées, et bien trop grandes pour un prédateur naturel.
et au-dessus de la bouche, partiellement cachée dans l'ombre, 2 yeux reflétaient la lumière comme ceux d'un animal pris dans les phares d'une voiture. Sauf que les yeux d'un animal ne vous regardent pas comme ça. Les yeux d'un animal ne contiennent pas ce genre d'intelligence, ce genre de malveillance. Ses yeux savaient exactement ce qu'était David. Ses yeux avaient déjà vu son espèce, de nombreuses fois, au cours de nombreux siècles, et ils avaient faim. David leva sa carabine avec des mains qui tremblaient si fort qu'il pouvait à peine viser. La créature ne bougea pas. Elle se contentait de le regarder, ses yeux terribles fixés sur son visage, cette bouche sans lèvres courbée en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Reculez !» s'entendit dire David. Sa voix semblait fine et faible, une voix d'enfant en présence de quelque chose d'ancien et de terrible. « Reculez, ou je tire. » La créature pencha la tête, le mouvement fluide et inhumain, comme un oiseau examinant un insecte. Un son sortit de sa gorge, bas et grondant, trop profond pour être un grognement, presque comme un rire. David tira. La détonation de la carabine fut assourdissante dans le silence de la forêt. David vit la balle frapper le tronc de l'arbre à quelques centimètres de l'endroit où se tenait la créature, vit des éclats de bois voler dans toutes les directions. Mais quand les échos s'estompèrent et que la fumée se dissipa, la créature avait disparu. Il resta là un long moment, respirant difficilement, les oreilles bourdonnantes à cause du coup de feu. La forêt était toujours silencieuse, rien ne bougeait, rien ne l'observait depuis les ombres. Mais il savait qu'elle était toujours là, il pouvait la sentir dans le vent, cette horrible puanteur de pourriture, de musc et de quelque chose d'autre en dessous, à quoi il ne voulait pas penser. David commença à démonter son camp avec une énergie frénétique. Il ne se souciait plus de le faire correctement. Il fourra tout dans son sac, affaissa la tente sans la plier, jeta de la terre sur le foyer. Il reviendrait chercher ce qu'il laissait derrière lui. Ou pas. Cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait était de sortir de cette forêt, de retourner à son pick-up, de retrouver Hélène, les petits-enfants et le monde sûr et normal où des choses comme ce qu'il venait de voir n'existaient pas. Il jeta son sac sur son épaule et commença à marcher vers le sentier, se déplaçant aussi vite que le terrain le permettait. La forêt était toujours anormalement calme, mais maintenant, le silence semblait différent, moins attentif. Plus comme le silence après le passage d'une tempête, quand le monde reprend son souffle avant de décider de la suite. Peut-être qu'elle était partie. Peut-être que le coup de feu l'avait effrayée. Peut-être que David avait eu de la chance. Il avait presque atteint le sentier principal quand il entendit le son. Ce n'était pas un grognement. Ce n'était pas un cri. C'était quelque chose entre les deux. Une vocalisation qui semblait contourner complètement ses oreilles pour s'enregistrer directement dans la partie la plus primitive de son cerveau, celle qui se souvenait de ce que c'était que d'être une proie. Le son venait de partout et de nulle part, se répercutant sur les arbres et les rochers jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire de quelle direction il provenait. David s'arrêta net. Sa prise sur sa carabine se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir dans ses tempes, dans sa gorge, au bout de ses doigts. Puis il l'entendit de nouveau, plus près cette fois, et sous le son, des pas lourds, s'écrasant à travers les broussailles sans aucune tentative de discrétion, venant vers lui. Vite! David courut. Il abandonna toute prétention de prudence et courut simplement, s'écrasant à travers le sous-bois comme un cerf paniqué, les branches lui fouettant le visage et les bras, les racines essayant de le faire trébucher à chaque pas. Derrière lui, les pas devinrent plus forts, plus proches. Il pouvait entendre une respiration maintenant, profonde et rauque, se rapprochant à chaque seconde.
Il déboucha sur le sentier principal et vira à droite, vers l'endroit où il avait laissé son pick-up. À quelle distance? 3 kilomètres? 5? Autant dire 100. Il avait 57 ans et n'était pas en forme. Ses poumons déjà en feu, ses jambes déjà lourdes de fatigue. Mais il continua de courir, car l'alternative était de s'arrêter, et il savait avec une certitude absolue que s'il s'arrêtait, il mourrait. Le sentier contournait un affleurement rocheux, et pendant un instant, David fut hors de la ligne de mire de la créature. Il profita de l'occasion pour se cacher derrière un tronc d'arbre tombé, se pressant dans l'espace entre le tronc et le sol, essayant de contrôler sa respiration haletante. Les pas ralentirent, s'arrêtèrent. David pressa sa main sur sa bouche pour étouffer le son de son halètement. À travers une fente dans le tronc, il pouvait voir une section du sentier derrière lui. Pendant un long moment, rien n'apparut. Puis, la créature entra dans son champ de vision. La voir entièrement, à découvert, à la lumière du jour, était bien pire que l'aperçu dans l'ombre. Elle était encore plus grande que David ne l'avait pensé, bien plus de 2,40 m, son corps épais de muscles sous cette fourrure emmêlée. Son visage était plat et brutal, avec une arcade sourcilière proéminente qui ombrageait ses yeux terribles et un nez qui était presque un museau, se dilatant alors qu'il humait l'air. Elle se déplaçait avec une grâce qui aurait dû être impossible pour quelque chose d'aussi grand. Chaque pas était délibéré, contrôlé, comme un prédateur qui sait que sa proie ne peut s'échapper et qui savoure simplement la poursuite. Sa tête pivotait lentement, scrutant la forêt, cherchant. David retint son souffle. Ses poumons hurlaient pour de l'air. Ses muscles se contractaient sous l'effort de rester parfaitement immobile. Mais il ne bougea pas. Il ne respira pas. Il regarda à travers la fente, tandis que la créature passait devant sa cachette, à moins de 2 mètres de l'endroit où il gisait. L'odeur était écrasante. Cette odeur de viande en décomposition, mélangée aux muscles et à autre chose, quelque chose qui sentait presque le sang séché. L'estomac de David se souleva, et il dut serrer la mâchoire pour ne pas vomir. La créature s'arrêta. Sa tête se tourna vers le tronc. David vit ses yeux se concentrer sur sa cachette. Vit les narines se dilater alors qu'elle captait son odeur. Vit la bouche s'ouvrir pour révéler ses terribles dents jaunes. Elle savait exactement où il était. Pendant un instant figé, rien ne se passa. David gisait derrière le tronc, levant les yeux vers la chose qui allait le tuer, et elle le regarda en retour de ses yeux anciens, affamés. Puis elle bougea. La créature était d'une rapidité impossible. Un instant, elle se tenait sur le sentier, et l'instant d'après, elle se penchait par-dessus le tronc, ses mains massives se refermant sur la veste de David, le tirant de sa cachette comme s'il était une poupée de chiffon. David hurla. Il ne put s'en empêcher. La terreur qui jaillit de lui était hors de son contrôle, un son primal arraché du plus profond de son être. Il se débattit, donna des coups de pied et tenta de ramener sa carabine. Mais la créature l'écarta d'un revers désinvolte qui envoya l'arme tournoyer dans les broussailles. Puis, il vola. La créature le projeta. Non pas le laissa tomber, non pas le relâcha, mais le projeta, avec une force qui envoya David naviguer dans les airs pendant ce qui sembla une éternité avant de s'écraser dans un fourré de cèdres. Des branches se brisèrent autour de lui. La douleur explosa à travers son corps en une douzaine d'endroits à la fois. Il sentit quelque chose dans sa main gauche craquer et se casser, sentit la chaleur humide du sang couler sur sa poitrine. Il atterrit lourdement sur le dos, le souffle coupé, des étoiles explosant dans sa vision. À travers le brouillard de la douleur, il vit la créature marcher vers lui. Pas en courant, pas en se pressant, juste en marchant, comme si elle avait tout le temps du monde. David essaya de bouger et ne le put. Son corps ne répondait pas. Il ne pouvait que rester là, brisé et saignant,
et regardait la mort s'approcher. La créature l'atteignit et se tint debout, le regardant de haut. De près, ses yeux étaient encore pires que David ne l'avait imaginé. Il y avait de l'intelligence en eux, oui, mais aussi autre chose, quelque chose comme du plaisir, de la satisfaction. Cette chose ne le tuait pas seulement pour se nourrir. Elle le tuait parce qu'elle le voulait, parce qu'elle aimait ça. Elle se pencha et attrapa David par la gorge, le soulevant du sol d'une seule main. Les pieds de David pendaient dans le vide. Il ne pouvait plus respirer. Sa vision s'assombrissait sur les bords. La bouche de la créature s'ouvrit. Ce son revint, ce grognement qui n'en était pas un et qui semblait vibrer à travers tout le corps de David. Il était plus fort maintenant, assourdissant, remplissant son crâne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour rien d'autre. « C'est ainsi que je meurs », pensa David. Son grand-père avait eu raison, surtout. La poigne de la créature se resserra. David sentit le cartilage de sa gorge commencer à céder. Ses mains pendaient mollement le long de son corps, trop faible pour même tenter de se défendre. Il pensa à Hélène, à ses enfants, aux petits-enfants qui ne l'entendraient jamais leur raconter les histoires de son grand-père, celles qu'il avait rejetées, dont il avait ri et qu'il avait refusé de croire. Il pensa à son grand-père, couché dans ce lit de maison de retraite, disant « Sois prudent dans les bois. »« Je suis désolé, » pensa David. « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. » Et puis, de manière impossible, quelque chose changea. La poigne de la créature se desserra. Pas beaucoup, mais assez pour que David puisse aspirer un mince filet d'air dans ses poumons en feu. Il cligna des yeux pour chasser l'obscurité et vit que la créature regardait quelque chose sur le visage de David ou derrière ses yeux. Elle pencha de nouveau la tête, ce mouvement d'oiseau. Ses yeux se plissèrent. Le grognement s'estompa en autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à une question. David ne savait pas ce qu'elle voyait, ne savait pas pourquoi elle hésitait. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était quelque chose qui n'existait que dans l'esprit ancien et inconnaissable de la chose qui tenait sa vie entre ses mains. Mais dans ce moment d'hésitation, David se surprit à parler. « Mon grand-père te connaissait », râla-t-il, les mots à peine audibles à travers sa gorge meurtrie. « Il m'a parlé de toi. Il m'a tout dit. Et je ne l'ai pas cru. » La créature devint très immobile. « Il est mort maintenant. Il est mort avant que je puisse lui dire que j'avais tort, avant que je puisse lui dire que j'étais désolé. » Des larmes coulaient sur le visage de David. Il ne savait pas si elles venaient du chagrin, de la peur ou de la douleur qui consumait tout son corps. Il savait seulement qu'il disait des mots qu'il avait besoin de dire depuis des mois, des mots que son grand-père n'entendrait jamais. « Il m'a parlé de toi, de ce qui vit dans les endroits profonds. Il a essayé de m'avertir, et je me suis moqué de lui. » La poigne de la créature se desserra un peu plus. Les pieds de David touchèrent le sol, bien que la main encerclât toujours sa gorge, le maintenant toujours en place. « Je sais ce que tu es maintenant, » murmura David. « Je sais que tu es réel. Je leur dirai. Je le dirai à tout le monde. Je m'assurerai qu'ils sachent. » Pendant un long moment, rien ne se passa. L'homme et la créature se faisaient de face dans la forêt du Kentucky, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les arbres, l'odeur de sang et de chair en décomposition épaisse dans l'air. Puis la créature le relâcha. David s'effondra sur le sol, ses jambes incapables de le soutenir. Il se recroquevilla en boule, toussant et haletant, sa main cassée pressée contre sa poitrine, où il pouvait sentir la chaleur humide du sang imprégner sa chemise. Au-dessus de lui, la créature se tenait là,
observant. Ses yeux contenaient toujours leur malveillance ancienne, leur faim prédatrice. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance, ou du respect, ou simplement la satisfaction d'un message délivré. Elle se retourna et s'éloigna, pas en courant, pas en se pressant, juste en marchant, disparaissant dans la forêt aussi silencieusement qu'une ombre, comme si quelque chose d'aussi grand pouvait simplement cesser d'exister quand il le choisissait. David resta longtemps étendu sur le sol, des minutes, peut-être des heures. Il dérivait entre conscience et inconscience, la douleur le submergeant par vagues, son esprit luttant pour traiter ce qui s'était passé. Finalement, il prit conscience que les bruits de la forêt étaient revenus. Des oiseaux chantaient dans les branches, des écureuils s'agitaient quelque part à proximité. Le monde était revenu à la vie, comme si rien ne s'était passé. Il se força à s'asseoir. Le mouvement envoya de nouvelles vagues d'agonie à travers son corps, mais il serra les dents et tint bon. Il se regarda et vit les dégâts. Sa main gauche était cassée, 2 doigts pliés à des angles qu'aucun doigt ne devrait prendre. Sa poitrine était couverte de sang provenant d'entailles parallèles qui couraient de sa clavicule à son estomac, assez profondes pour nécessiter des points de suture, mais pas assez pour être fatales. Tout son corps était couvert d'égratignures et d'échymoses dues aux fourrés de cèdre. Mais il était en vie. Il ne comprenait pas pourquoi, ne comprenait pas ce qui avait changé à ce moment-là, ce qui avait poussé la créature à le relâcher au lieu de finir ce qu'elle avait commencé. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Peut-être que le pourquoi de la chose existait au-delà de la compréhension humaine, dans ce même endroit sombre d'où venaient les créatures elles-mêmes. Tout ce que David savait, c'est qu'on lui avait donné quelque chose, une seconde chance, une responsabilité. Il avait dit à la créature qu'il s'assurerait que les gens sachent, qu'il leur dirait, et il le ferait. Il tiendrait cette promesse, même si personne ne le croyait. Il retrouva sa carabine dans les broussailles où elle avait atterri, et s'en servit comme d'une béquille pour se relever. Chaque pas était une agonie, mais il continua à marcher. Retour vers le sentier. Retour vers son pick-up. Retour vers le monde des autoroutes, des hôpitaux et des gens qui le regarderaient avec pitié quand il leur raconterait ce qui s'était passé. Il lui fallut 4 heures pour parcourir la distance qui aurait dû en prendre 2. Au moment où il atteignit son pick-up, le soleil se couchait et il ne tenait que par l'adrénaline et l'entêtement. Il s'effondra sur le siège du conducteur, tourna la clé avec sa main valide et commença le long trajet de retour vers la civilisation. Il ne s'arrêta qu'en arrivant aux urgences de Lexington. Le trajet avait été un flou de douleur, de peur et de la concentration désespérée nécessaire pour garder le pick-up sur la route avec une seule main valide. David ne se souvenait pas de la plupart. Il se souvenait des lumières de la station-service de Stanton, où il s'était arrêté et était resté assis pendant 10 minutes, essayant de décider s'il devait appeler Hélène ou simplement continuer à conduire. Il se souvenait de l'adolescent qui l'avait averti du comportement étrange des animaux, sortant de la station et voyant David couvert de sang, ses yeux s'écarquillant de choc. Il se souvenait d'avoir dit quelque chose, une excuse à propos d'un accident, d'une chute, de la nécessité d'aller à l'hôpital. Il ne se souvenait pas de ce que l'adolescent avait répondu. Les urgences étaient lumineuses, bruyantes et pleines de gens qui le regardaient, avec ce mélange particulier d'inquiétude et de détachement professionnel que les travailleurs médicaux développent après des années à voir le pire que les humains peuvent se faire à eux-mêmes et aux autres. Une infirmière prit ses constantes tout en posant des questions auxquelles David répondit automatiquement, son esprit toujours dans la forêt, sentant encore ses mains massives autour de sa gorge, voyant encore ses yeux anciens le fixer. Les médecins lui demandèrent ce qui s'était passé. David leur dit qu'il était tombé, s'était perdu,
avait trébuché dans un fourré d'épines et s'était cassé la main en essayant de se rattraper. Le mensonge vint facilement, plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Il avait passé des décennies à se dire que les histoires de son grand-père n'étaient pas vraies. Un mensonge de plus, même à lui-même, n'était pas difficile. Mais les médecins n'étaient pas convaincus. Ils regardèrent les entailles parallèles sur sa poitrine et ne dirent rien, mais leurs yeux étaient sceptiques. Ils échangèrent des regards quand ils pensaient qu'ils ne regardaient pas. Le genre de regard qui disait qu'ils avaient déjà vu des blessures comme celle-ci et qu'elles n'avaient jamais été causées par des épines. L'un des médecins, un homme plus âgé aux cheveux gris et aux yeux fatigués, s'assit au bord du lit de David après que les autres soient partis. Il tira le rideau autour d'eux et parla à voix basse. « Monsieur Morningstar, j'exerce la médecine dans cette partie du Kentucky depuis 35 ans. J'ai vu des accidents de chasse, des accidents agricoles, des accidents de voiture, des bagarres de bar, des violences domestiques. J'ai vu à peu près tout ce qu'un corps humain peut faire à un autre. » Il fit une pause, regardant les bandages sur la poitrine de David. « Ce qui vous est arrivé n'a rien à voir avec ça. Ces blessures ont été faites par des griffes. De grandes griffes. Plus grandes que celles de n'importe quel animal que je connaisse, qui vit dans ces bois. » David ne dit rien. Il ne se sentait pas capable de parler. « Je ne vais pas vous forcer, » continua le médecin. « Quoi qu'il se soit passé là-bas, ce sont vos affaires. Mais si jamais vous voulez en parler avec quelqu'un qui ne vous prendra pas pour un fou, je connais des gens. Il y a un homme à Lexington. Il écrit sur des événements inhabituels dans la région, des observations étranges, des choses qui ne rentrent pas dans les catégories normales. Si vous avez une histoire à raconter, il pourrait être intéressé de l'entendre. » Le médecin écrivit un nom et un numéro de téléphone sur une ordonnance et le laissa sur la table de chevet. Puis, il se leva, tira le rideau et s'éloigna sans un mot de plus. David regarda le nom. Marcus Chen, un numéro de téléphone de Lexington. Il mit le papier dans sa poche et n'y pensa plus pendant 3 semaines. Hélène vint le chercher. Elle pleura en voyant son état, l'enlaça et le serra, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Ses larmes imprégnèrent sa blouse d'hôpital, et David la serra en retour avec sa main valide, et sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qu'il avait maintenu par pure force de volonté. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle contre son épaule. « David, que t'est-il arrivé ?» Il ne pouvait pas le lui dire. Pas encore. Pas avant de l'avoir compris lui-même. Alors il lui raconta le même mensonge qu'au médecin, sur la chute, sur le fait de s'être perdu, sur les épines. Elle le regarda de ses yeux bienveillants et inquiets, et il sut qu'elle ne le croyait pas. Mais elle n'insista pas. C'était tout, Hélène. Elle savait quand insister et quand attendre, et elle voyait qu'il n'était pas prêt à parler. Ils rentrèrent chez eux en silence. David regardait par la fenêtre le paysage qui défilait, les collines et les forêts qu'il avait aimées toute sa vie, et se demanda comment il pourrait un jour s'y sentir à nouveau en sécurité. Les 3 semaines suivantes furent difficiles. Les blessures physiques guérirent, lentement, les entailles sur sa poitrine formant des croûtes, puis des cicatrices, les doigts cassés se ressoudant dans leurs attelles. Mais les autres blessures, celles qui ne se voyaient pas, étaient plus difficiles à soigner. David ne dormait pas bien. Il se réveillait chaque nuit de rêves de dents jaunes, d'yeux anciens et de mains qui pouvaient lui ôter la vie aussi facilement qu'un homme écraserait une mouche. Il sursautait à la moindre ombre, tressaillait aux bruits inattendus, incapable de s'asseoir le dos à une porte ou à une fenêtre.
La forêt qui avait été son sanctuaire pendant 30 ans était devenue une source de terreur, et il ne savait pas comment réconcilier l'homme qu'il avait été avec celui qu'il devenait. Hélène l'observait avec une inquiétude croissante, mais elle n'insistait pas. Elle lui préparait ses plats préférés. Elle s'asseyait avec lui le soir quand il ne supportait pas d'être seul. Elle le tenait pendant ses cauchemars, murmurant des paroles rassurantes auxquelles aucun d'eux ne croyait vraiment. Et lentement, progressivement, David commença à réaliser qu'il avait besoin de parler à quelqu'un, de raconter à quelqu'un ce qui s'était réellement passé. Pas pour être validé, pas pour obtenir de la sympathie, mais simplement pour sortir l'histoire de sa tête et la mettre au monde où elle pourrait perdre une partie de son pouvoir sur lui. Il pensa au nom sur l'ordonnance, Marcus Chen. Il lui fallut 3 semaines pour passer l'appel. L'homme qui publia son histoire était un blogueur de Lexington, ce qui était ironique, pensa David, étant donné la fréquence de ces noms dans les histoires qu'il avait entendues sur des rencontres comme la sienne. Mais Marcus était patient et méticuleux, et il ne rit pas quand David décrivit ce qui s'était passé. Il ne leva pas les yeux au ciel, ni ne fit de blagues sur les vieux fous. Il se contenta d'écouter, son enregistreur en marche, son stylo courant sur son carnet, ses yeux sérieux et attentifs. Ils se rencontrèrent dans un café du centre-ville de Lexington, un endroit avec des murs en briques apparentes, des meubles dépareillés et une forte odeur d'expresso dans l'air. David raconta son histoire du début à la fin, sans rien omettre. Il parla à Marcus du silence dans la forêt, du chemin de destruction, du cerf déchiqueté, de la créature elle-même, de sa taille, de son odeur, de l'intelligence ancienne dans ses yeux. Il parla à Marcus de son grand-père, des histoires, des avertissements qu'il avait rejetés et ignorés pendant des décennies, de la culpabilité qui pesait sur sa poitrine comme une pierre, lourde et inamovible, un monument à son propre entêtement. Quand il eut fini, Marcus resta silencieux un long moment. Puis, il hocha lentement la tête, comme si David avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. « Vous n'êtes pas le premier à me raconter une histoire comme celle-ci, » dit-il. « Loin de là. Ces collines produisent des histoires comme la vôtre depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Les Cherokees en avaient, les colons qui sont venus après en avaient, les mineurs de charbon, les fermiers et les chasseurs. Tous ont leurs histoires. Quelque chose vit dans ces montagnes, Monsieur Morningstar. Quelque chose qui est ici depuis plus longtemps que nous. Quelque chose qui ne veut pas de nous ici. Vous les croyez ? Demanda David. Toutes ces histoires, vous croyez qu'elles sont vraies ? Marcus sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son sourire. Je crois que beaucoup de gens ont vu des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Je crois que l'univers est plus grand et plus étrange que la plupart d'entre nous ne sont prêts à l'admettre. Et je vous crois, Monsieur Morningstar. Je crois que quelque chose vous a attaqué dans ces bois, quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce que nous pensons savoir sur le monde. Il fit une pause. Que vous l'appeliez Bigfoot ou Sasquatch, les affamés, ou n'importe quel autre nom que les gens lui ont donné au fil des ans. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est réel, et les gens doivent le savoir. L'histoire fut publiée sur le blog de Marcus, spécialisé dans le paranormal. 3 jours plus tard, elle ne devint pas virale. Elle ne changea pas le monde. Quelques centaines de personnes la lurent, et la plupart d'entre elles pensèrent probablement que David était fou, ou qu'il mentait, ou les deux. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'est que l'histoire était désormais publique. L'avertissement l'avait été donné. David avait tenu sa promesse à la chose de la forêt, à son grand-père et à lui-même. Dans les mois qui suivirent, David recommença à raconter les histoires de son grand-père. Il les raconta à ses petits-enfants
assis sur le porche de sa maison les soirs d'été, regardant le soleil se coucher sur les collines du Kentucky. Il leur parla des choses qui vivaient dans les ravins profonds, dans les endroits où la lumière n'atteignait pas. Il leur parla des anciennes coutumes, des traditions Cherokee que son grand-père avait tant essayé de préserver. Et il leur raconta ce qui lui était arrivé dans la Daniel Boone National Forest. Les enfants écoutaient les yeux écarquillés, de la même manière que David avait écouté son grand-père toutes ces années auparavant. Il posait des questions, demandait des détails, suppliait pour que l'histoire soit racontée encore et encore. Et David la racontait, à chaque fois, exactement comme elle s'était passée. Il ne savait pas s'il le croyait. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'ils entendent les histoires. Ce qui importait, c'est que les avertissements soient transmis, tout comme son grand-père les avait transmis, tout comme le grand-père de son grand-père les avait transmis avant cela, parce que les choses dans les ravins étaient toujours là dehors. Elles avaient toujours été là, depuis avant que les premiers humains ne parcourent ces collines, et elles seraient là bien après que le dernier humain ait disparu. On ne pouvait pas les tuer, on ne pouvait pas les capturer, on ne pouvait pas les expliquer par la science ou la raison, on ne pouvait que se souvenir d'elles, et les respecter, et les craindre. David Morningstar porta le souvenir de ce jour d'octobre pour le reste de sa vie. Les cicatrices sur sa poitrine s'estompèrent, mais ne disparurent jamais complètement. Les doigts de sa main gauche guérirent, mais ne fonctionnèrent plus jamais tout à fait correctement. Un rappel chaque fois qu'il essayait de saisir quelque chose de ce qu'il avait saisi. Et parfois, tard dans la nuit, il se réveillait de rêves de dents jaunes, d'yeux anciens, et d'une odeur de chair en décomposition et de sang séché. Il restait allongé dans l'obscurité, le cœur battant, sa main cherchant automatiquement Hélène à côté de lui, se rassurant qu'il était en sécurité, qu'il était à la maison, que la chose de la forêt était loin. Mais il connaissait la vérité. Il l'avait toujours su, même avant que ce jour d'octobre ne la confirme. La distance ne signifiait rien pour des choses comme ça. La sécurité était une illusion. La forêt était partout, si l'on savait où regarder, et les créatures qui vivaient dans ces ombres les plus profondes étaient d'une patience au-delà de la compréhension humaine. Elles étaient toujours là dehors, dans les endroits profonds, dans les ravins où la lumière n'atteignait pas. Et elles se souvenaient de lui, tout comme il se souvenait d'elle. La forêt en octobre était différente de la forêt en toute autre saison. David l'avait su toute sa vie, l'avait ressenti chaque année lorsque les feuilles commençaient à tourner et que l'air prenait cette fraîcheur qui annonçait l'arrivée de l'hiver. Il y avait une qualité dans la lumière d'octobre, dorée et rasante, qui donnait à tout l'aspect d'une photographie d'il y a 100 ans. Il y avait une odeur, ce mélange de feuilles mourantes, de terre froide et de quelque chose d'autre en dessous, quelque chose de sauvage et d'ancien qui remuait des souvenirs dans le sang. David avait grandi en chassant dans des forêts comme celle-ci, suivant son père et son grand-père à travers les collines du Kentucky, bien avant d'être assez âgé pour porter lui-même une carabine. Il avait appris à lire les signes, à comprendre le langage des brindilles cassées, de la terre remuée et de la qualité particulière du silence qui signifiait que quelque chose observait. C'étaient des compétences transmises de génération en génération, le sang Cherokee se mêlant au pragmatisme écossais-irlandais, créant une tradition d'hommes qui savaient survivre dans des lieux sauvages. Son grand-père, Thomas Morningstar, avait été le meilleur d'entre eux. Le vieil homme avait vécu jusqu'à 93 ans, et jusqu'à la fin, il pouvait pister un cerf sur un terrain qui aurait dérouté des hommes de la moitié de son âge. Mais Thomas portait aussi d'autres connaissances, des connaissances qu'il avait essayé de transmettre à David en même temps que les compétences de chasse. Les histoires. David s'en souvenait maintenant, marchant à travers la Daniel Boone National Forest, avec sa carabine sur l'épaule
et son sac lourd sur le dos. Il se souvenait d'être assis autour de feu de camp comme celui qu'il allait faire ce soir, écoutant la voix de son grand-père tisser des contes des temps anciens, des contes sur les choses qui avaient vécu dans ces montagnes avant l'arrivée de l'homme blanc, avant l'arrivée des Cherokees, avant qu'aucun humain ne foule ces collines. Son grand-père les appelait par de nombreux noms. Le peuple de la forêt, les gardiens, les affamés. Il disait qu'il n'était ni animal ni esprit, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui était né de l'obscurité des ravins profonds et qui avait appris à haïr la lumière et tout ce qui y vivait. Il disait qu'ils étaient là quand le monde était jeune, et qu'ils seraient là quand le monde serait vieux, et que rien de ce que l'humanité pourrait faire ne changerait jamais cela. David avait cru à ces histoires autrefois avec la foi absolue de l'enfance. Il était resté éveillé la nuit, terrifié par les ombres dans sa chambre, certain que quelque chose avec des bras trop longs et des dents trop acérées attendait juste au-delà de la lumière de sa lampe de chevet. Il avait marché dans la forêt aux côtés de son grand-père, les yeux écarquillés, scrutant les arbres à la recherche du moindre signe des monstres qui y rôdaient, sûrement. Mais ensuite, il avait grandi. Il était allé à l'école, avait appris la science et la pensée rationnelle, avait fini par comprendre que le monde fonctionnait selon des lois qui pouvaient être mesurées, testées et prouvées. Il avait abandonné les choses de l'enfance, comme le disait la Bible, et les histoires de son grand-père n'étaient devenues rien de plus que du folklore. Intéressant peut-être, d'un point de vue anthropologique, mais pas réel. Pas quelque chose qu'un homme adulte devait craindre. Son grand-père avait remarqué le changement, bien sûr. Thomas Morningstar avait des yeux qui pouvaient voir à travers la pierre, disait toujours sa mère, et il avait regardé David avec ses yeux sans rien dire. Il avait simplement cessé de raconter les histoires quand David était là. Ou peut-être n'avait-il jamais cessé de les raconter. Avait-il simplement trouvé d'autres publics, d'autres oreilles prêtes à écouter sans le scepticisme que David ne pouvait cacher. Il n'en avait jamais discuté ouvertement. Ce n'était pas la manière des Morningstar. Mais la distance s'était creusée entre eux, subtile mais réelle. Un fossé créé par la chose que David refusait de croire et que Thomas ne pourrait jamais oublier. Maintenant, marchant dans la forêt que son grand-père avait parcourue d'innombrables fois avant lui, David sentait le poids de cette distance comme une pierre dans sa poitrine. 6 mois que le vieil homme était mort. 6 mois que David lui avait tenu la main dans cette chambre de maison de retraite et avait entendu son dernier avertissement sur les choses dans les bois. 6 mois de deuil qu'il ne s'était pas permis de ressentir pleinement, car le ressentir signifiait admettre qu'il avait gâché quelque chose de précieux. Toutes ces années, pensa David, et je ne lui ai jamais dit une seule fois que j'étais désolé, jamais une seule fois que je l'aimais, jamais une seule fois demandé de me raconter d'autres histoires, même si je n'y croyais pas. Le regret était plus vif que n'importe quel couteau. Il atteignit l'endroit où le sentier principal se divisait, un chemin descendant vers le fond du ruisseau, l'autre serpentant vers les hauteurs où le terrain devenait accidenté et les arbres vieillissaient. David prit le chemin qui montait sans hésitation. Il venait dans cette forêt depuis 30 ans et il connaissait chaque virage, chaque repère, chaque rocher, arbre et creux. Ses pieds trouvaient le chemin automatiquement, laissant son esprit libre de vagabonder à travers des souvenirs qu'il gardait habituellement sous clé. Les mains de son grand-père, rudes et burinées, mais infiniment douces, lui montrant comment tenir une carabine pour la première fois. La voix de son grand-père, profonde et musicale, passant de l'anglais au cherokee, alors qu'il expliquait la bonne façon de pister un cerf. Le visage de son grand-père, ridé par l'âge, la sagesse et quelque chose que David avait toujours pris pour de la tristesse, mais qu'il reconnaissait maintenant comme toute autre chose. C'était de la peur. Thomas Morningstar, qui avait affronté des ours, des pumas
et des hommes ivres armés de couteaux avaient eu peur de quelque chose. David le comprenait maintenant, avec le recul. Le vieil homme avait eu peur, et il avait essayé de préparer David à ce qu'il craignait, essayer de lui donner les connaissances et les avertissements qui pourraient le garder en sécurité. Et David avait refusé d'écouter. Il secoua la tête, essayant de chasser les pensées sombres. C'était censé être une partie de chasse, pas une méditation sur le regret. Il était ici pour trouver du gibier, pour passer une semaine dans la nature à faire quelque chose qu'il aimait, pour se souvenir pourquoi il avait commencé à venir dans ces forêts. Le chagrin serait toujours là à son retour. Inutile de le porter avec lui à chaque pas. Mais le chagrin ne partit pas. Il marchait à ses côtés comme une ombre, comme un compagnon qu'il n'avait pas invité mais ne pouvait renvoyer. Il colorait tout ce qu'il voyait, transformant la belle forêt d'octobre en quelque chose de mélancolique et d'étrange. La lumière dorée semblait plus faible, l'odeur des feuilles mourantes semblait plus forte. Même les oiseaux semblaient différents, leur chant plus plaintif que joyeux. Ou peut-être que c'était juste son imagination. David n'était généralement pas un homme enclin à la fantaisie, mais le deuil fait des choses étranges à l'esprit. Vous fait voir un sens là où il n'y en a pas. Vous fait vous sentir observé quand vous êtes seul. Vous fait vous souvenir des histoires que vous aviez tant essayé d'oublier. Le premier jour se passa sans incident. David installa son camp dans la clairière près du ruisseau, fit son feu, dîna, regarda les étoiles apparaître. Il ne dormit pas bien, mais ce n'était pas inhabituel. Il ne dormait jamais bien la première nuit dans les bois. Son corps avait besoin de temps pour s'adapter aux sons, aux odeurs et au rythme de la forêt, pour se souvenir que le bruissement des feuilles n'était que le vent et le craquement des branches, juste la terre qui se tassait. C'est le deuxième jour que les choses commencèrent à changer. Il remarqua d'abord le silence. Les oiseaux qui auraient dû chanter à l'aube n'étaient pas là. Les écureuils qui auraient dû s'agiter et courir dans les branches étaient introuvables. La forêt semblait vide, abandonnée, comme une maison dont les habitants avaient fui à la hâte. David avait déjà vécu cela. Cela signifiait généralement qu'un prédateur était dans les parages. Il vérifia sa carabine, s'assura qu'elle était chargée et vaqua à ses occupations matinales avec une vigilance accrue. Le silence persista, mais rien d'autre ne se produisit. Aucune trace n'apparut dans la terre meuble. Aucune forme ne bougea dans l'ombre. En milieu de matinée, David s'était presque convaincu qu'il imaginait des choses. Puis, il trouva le chemin. Il coupait à travers la forêt comme une blessure, des arbres cassés et repoussés, le sous-bois écrasé. David se tint au bord et sentit un froid s'installer dans ses os. Ce n'était pas l'œuvre du vent ou du temps. C'était autre chose. Quelque chose qui avait marché ici avec assez de force pour briser des arbres et assez de masse pour écraser tout sur son passage. Il suivit le chemin sur près d'1,5 kilomètre, son malaise grandissant à chaque pas. La destruction était constante, presque méthodique, comme si ce qu'il avait causé ne contournait pas les obstacles mais les traversait. Les arbres brisés étaient frais, la sève suintant encore des blessures, l'écorce encore pâle là où elle avait été arrachée. Et il y avait des marques sur certains troncs, de longues entailles parallèles, trop profondes et trop régulières pour être naturelles, comme si quelque chose avait aiguisé ses griffes, ou laissé un signe. David fit demi-tour. La chasse pouvait attendre. Pour l'instant, il voulait savoir à quoi il avait affaire. Il fouilla la zone autour de son camp pour le reste de la journée, se déplaçant en cercle de plus en plus large, cherchant des traces, des excréments ou tout autre signe de ce qui aurait pu faire ce chemin. Il ne trouva rien de concret, juste plus de silence, plus de vide, plus de ce sentiment d'être observé qu'il ne pouvait chasser, peu importe ses efforts. Cette nuit-là, il fit un feu plus grand que d'habitude
et garda sa carabine près de lui. Le silence l'oppressait, épais et lourd, comme une couverture qu'il ne pouvait retirer. Il se surprit à tendre l'oreille, à l'affût du moindre son qui pourrait briser la monotonie. Mais il n'y avait rien. Juste le crépitement du feu et le murmure de sa propre respiration. Il pensa de nouveau à son grand-père, aux histoires, aux avertissements qu'il avait si facilement rejetés. Comment le vieil homme les appelait-il? Les affamés. Ils viennent quand la forêt se tait, avait dit son grand-père, quand les animaux savent que quelque chose de mauvais est proche et qu'ils se cachent ou s'enfuient. Si jamais tu te trouves dans une forêt silencieuse, petit-fils, tu devrais courir aussi. Cours et ne te retourne pas, car les affamés ne lâchent pas prise une fois qu'ils ont choisi leur proie. David avait levé les yeux au ciel à cette histoire. Il s'en souvenait clairement maintenant. Il avait peut-être 16 ans, assez vieux pour croire tout savoir, et il avait levé les yeux au ciel et fait un commentaire sur le fait que les vrais chasseurs n'avaient pas peur des contes de fées. Son grand-père n'avait pas répondu. Il avait juste regardé David de ses yeux sombres et entendu sans rien dire. Et David, trop jeune et trop sot pour comprendre ce que ce regard signifiait, était retourné nettoyer sa carabine et avait oublié. Maintenant, assis seul dans une forêt silencieuse avec l'obscurité qui l'entourait de toutes parts, David aurait souhaité avoir posé des questions à la place. Le troisième jour apporta plus de la même chose. Silence. Vide. Ce sentiment persistant d'être observé. David essaya de chasser, essaya de se concentrer sur ce pourquoi il était venu. Mais le cœur n'y était pas. Chaque son le faisait sursauter. Chaque ombre semblait abriter quelque chose en attente. Il trouva la carcasse vers midi. C'était un cerf autrefois. Maintenant, c'était à peine reconnaissable. Le corps avait été déchiqueté avec une force sauvage, des morceaux éparpillés sur une large zone, les os brisés et la moelle aspirée. L'odeur était écrasante, cette odeur rance de viande en décomposition mélangée à quelque chose d'autre en dessous, quelque chose de musqué et de nauséabond. David se tint au bord de la Seine et sentit son estomac se soulever. Il avait vu beaucoup de morts d'animaux dans sa vie. La prédation faisait partie de la nature. Mais c'était différent. Ce n'était pas une mise à mort propre, pas une alimentation efficace. C'était de la destruction pour la destruction, une violence sans but ni limite. Rien dans ces bois ne tuait comme ça. Rien de ce qu'il connaissait. Il recula lentement, la main sur sa carabine, les yeux scrutant les arbres. La forêt était toujours silencieuse, toujours vide. Mais il pouvait sentir quelque chose maintenant, le sentir comme une présence physique, un poids sur sa peau. Quelque chose l'observait. Quelque chose était proche. Il retourna au camp sans incident. Il emballa ses affaires avec des mains tremblantes, démonta sa tente, dispersa les cendres de son feu. Chaque instinct en lui hurlait de partir, de sortir de cette forêt tant qu'il le pouvait encore. Mais ensuite, il s'arrêta. Il se tenait dans la clairière vide, son sac sur le dos, sa carabine à la main, et il pensa à ce que signifierait partir. Rentrer à la maison et dire à Hélène qu'il avait écourté le voyage parce qu'il avait eu peur. Passer le reste de sa vie à se demander de quoi il avait fui. Et il pensa à son grand-père, à la façon dont Thomas Morningstar n'avait jamais fui quoi que ce soit dans sa vie, à la façon dont le vieil homme avait affronté des choses que David ne pouvait imaginer, et avait survécu, et avait transmis son savoir aux générations futures. Que penserait son grand-père si David fuyait maintenant? Il posa son sac. Il refit son feu. Il s'assit sur la bûche où il s'était assis pendant 30 ans et regarda le soleil se coucher à travers les arbres. Quoi qu'il y ait là d'or, il y ferait face. Il devait au moins ça à son grand-père. Le 4e jour fut calme. Aucun signe de la créature. Aucun sentiment d'être observé. Les oiseaux revinrent, timidement d'abord,
puis avec une confiance croissante. Les écureuils retournèrent dans les branches. La forêt sembla expirer, retrouvant ses rythmes normaux. David s'autorisa à espérer que c'était fini, que ce qui avait été ici était parti, qu'il pourrait finir son voyage en paix et rentrer chez lui avec rien de plus que quelques souvenirs inhabituels et un respect renouvelé pour les avertissements de son grand-père. Le 5e jour, il le vit. Le souvenir de ce moment resterait avec David pour le reste de sa vie, aussi net et clair qu'une photographie gravée dans son cerveau. Il marchait le long du sentier principal, retournant au camp après une matinée de chasse infructueuse, quand quelque chose le fit s'arrêter. Un sentiment, un picotement à l'arrière de son cou qui disait que quelque chose n'allait pas. Il se retourna lentement, levant sa carabine, scrutant les arbres. Et c'était là, debout dans l'ombre à une 50aine de mètres, partiellement caché derrière un tronc de chêne, l'observant avec des yeux qui semblaient briller dans la pénombre. C'était grand, si grand, incroyablement grand, au moins 2,40 m, peut-être plus. Son corps était couvert d'une fourrure sombre qui pendait en mèches emmêlées, et ses bras atteignaient presque ses genoux. Et son visage, mon Dieu, son visage, ce n'était pas un ours. Ce n'était aucun animal que David ait jamais vu ou dont il ait entendu parler. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui le regardait avec une intelligence qui était tout sauf humaine, et pourtant savait exactement ce qu'elle regardait, savait ce qu'il était, savait à quel point il était faible, savait à quel point il serait facile de le tuer. Les mains de David tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir la carabine. Ses jambes semblaient être en coton. Son esprit lui hurlait de courir, de fuir, de faire n'importe quoi, sauf rester là et regarder la chose dont son grand-père l'avait averti. Mais il ne courut pas. Il leva la carabine, visa le centre de cette poitrine massive et dit, sa voix à peine un murmure, « Je sais ce que tu es. » La créature ne bougea pas. Elle se contenta de le regarder, ses yeux anciens fixés sur son visage, son souffle formant des nuages dans l'air froid. « Mon grand-père m'a parlé de toi, » continua David, les mots venant de quelque part au fond de lui, un endroit dont il ignorait l'existence. « Il m'a dit ce qui vit dans les ravins profonds. Il m'a parlé des affamés. » Quelque chose changea dans les yeux de la créature. Une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance, ou de l'intérêt, ou de l'amusement. « Je ne le croyais pas, » dit David. « Je pensais qu'il était fou. Je pensais que ce n'était que des histoires. » La créature pencha la tête, ce mouvement d'oiseau si incongru sur quelque chose d'aussi grand. « J'avais tort. Je le comprends maintenant. Il avait raison sur tout. » Pendant un long moment, rien ne se passa. L'homme et la créature se faisaient en face dans la forêt d'octobre, la lumière dorée filtrant à travers les arbres, le silence absolu. Puis, la créature bougea. Elle était rapide, plus rapide que tout ce que quelque chose de cette taille devrait pouvoir être. Un instant, elle était à 50 mètres, et l'instant d'après, elle était là, ses mains massives se refermant sur la gorge de David, le soulevant du sol comme s'il ne pesait rien du tout. David hurla. Il ne put s'en empêcher. La terreur qui jaillit de lui était hors de son contrôle, un son primal arraché du plus profond de son être. La poigne de la créature se resserra. David sentit sa trachée commencer à se fermer, sentit l'obscurité s'insinuer par les bords de sa vision. L'odeur de la chose était écrasante, cette odeur de viande en décomposition mélangée à du musc et du sang séché, remplissant ses narines, sa bouche et ses poumons. « C'est ainsi que je meurs, » pensa-t-il. Exactement comme mon grand-père m'en avait averti. Mais ensuite, quelque chose se produisit.
la poigne de la créature se desserra. Juste un peu. Juste assez pour que David puisse aspirer un mince filet d'air dans ses poumons en feu. Ses yeux étaient fixés sur son visage, mais il y avait quelque chose de différent en eux, maintenant. Quelque chose de curieux. Quelque chose de presque incertain. David ne savait pas ce qui le poussa à parler. Les mots sortirent de lui, sans y être invités, forcés à travers sa gorge meurtrie, comme des pierres, à travers un tuyau étroit. Il est mort. Mon grand-père. Il y a 6 mois. Il est mort avant que je puisse lui dire que j'étais désolé, avant que je puisse lui dire que je le croyais. La poigne de la créature se desserra un peu plus. Sa tête pencha de nouveau, ce mouvement d'oiseau, l'examinant de ses yeux anciens. « Je leur dirai, » râla David. « Je le dirai à tout le monde. Je m'assurerai qu'ils sachent que tu es réel. Je m'assurerai que ces histoires continuent de vivre. » Pendant ce qui sembla une éternité, rien ne se passa. La créature le tenait là, ses mains massives toujours autour de sa gorge, ses yeux terribles toujours fixés sur son visage. Puis, elle le projeta. David vola dans les airs et s'écrasa dans un fourré de cèdre, les branches se brisant autour de lui, la douleur explosant à travers son corps. Il sentit des os craquer, sentit le sang commencer à couler, sentit le monde tourner et se brouiller autour de lui. Quand sa vision s'éclaircit, la créature avait disparu. David resta longtemps dans les branches brisées, respirant difficilement, fixant le ciel à travers la trouée de la canopée. Sa main gauche était cassée, 2 doigts pliés à de mauvais angles. Sa poitrine était couverte de sang provenant d'entailles parallèles qui laisseraient des cicatrices mais ne le tueraient pas. Tout son corps hurlait de douleur, mais il était en vie. Il ne comprenait pas pourquoi. Ne comprenait pas ce qui avait changé à ce moment-là, ce qui avait poussé la créature à le relâcher au lieu de finir ce qu'elle avait commencé. Mais il était en vie, et son grand-père avait eu raison, et il avait fait une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Il se releva, utilisant sa carabine comme béquille, et commença la longue marche de retour vers la civilisation. Cela lui prit des heures. Chaque pas était une agonie. Mais il continua à marcher, à avancer, pensant à son grand-père, aux histoires et à la promesse qu'il avait faite. Quand il atteignit enfin son pick-up, le soleil se couchait. Il s'effondra sur le siège du conducteur, démarra le moteur avec sa main valide et conduisit jusqu'à atteindre un hôpital. Les médecins posèrent des questions auxquelles il ne répondit pas. Hélène pleura en le voyant, le serra comme si elle n'allait jamais le lâcher. Le monde continua de tourner autour de lui, normal, ordinaire et complètement inchangé par ce qui s'était passé. Mais David Morningstar était changé. 3 semaines plus tard, il raconta son histoire à un blogueur de Lexington. L'homme écouta sans rire, enregistra tout, le publia sur un petit site web que quelques centaines de personnes liraient. C'était suffisant. L'histoire était désormais publique. L'avertissement avait été donné, et David commença à raconter de nouveau les histoires de son grand-père. Il les raconta à ses enfants, il les raconta à ses petits-enfants, il les raconta à quiconque voulait bien écouter, sur les choses qui vivaient dans les ravins profonds, dans les endroits où la lumière n'atteignait pas. Elles étaient toujours là dehors. Elles avaient toujours été là, et quelqu'un devait s'en souvenir. Quelqu'un devait transmettre les avertissements, de génération en génération, tout comme le grand-père de David l'avait fait, tout comme David le ferait maintenant. Parce que les affamés étaient impatients, ils pouvaient attendre éternellement, et la seule défense contre eux était la connaissance. La seule défense était de ne pas oublier. David Morningstar porta ses cicatrices et ses souvenirs pour le reste de ses jours. Il ne retourna jamais dans la Daniel Boone National Forest. Il ne chassa plus jamais seul.
Mais il ne cessa jamais non plus de raconter les histoires, ne cessa jamais de s'assurer que ceux qui viendraient après lui sauraient ce qui vivait dans l'obscurité des vieux bois. Et parfois, tard dans la nuit, quand le vent murmurait à travers les arbres devant sa fenêtre et que les ombres semblaient plus profondes qu'elles ne le devraient, il pensait à ses yeux anciens et se demandait s'il pensait à lui aussi, se demandant si les affamés se souvenaient de l'homme qui avait promis de se souvenir d'eux, se demandant s'ils étaient toujours là dehors, attendant dans les ravins où la lumière n'atteignait pas, se demandant quand il reviendrait. La forêt garde ses secrets. Elle les garde depuis plus longtemps que l'existence des humains, et elle les gardera bien après que les humains aient disparu. Mais certains secrets trouvent leur chemin. Certaines histoires se racontent, transmises de bouche à oreille, de génération en génération, jusqu'à ce qu'elles fassent partie du sang. Ceci est l'une de ces histoires. Souvenez-vous-en, et soyez prudents dans les bois.